faut se développer une force mentale, il faut se créer une barrière aussi émotionnelle à un moment donné, de se dire, je peux pas me laisser tout le temps submerger par tout ce que je vis. Pendant longtemps, j'ai vécu avec une grosse barrière. Je me coupais de toutes mes émotions. Puis à un moment donné, là, j'ai fait, OK, aujourd'hui, je m'autorise à m'en vivre. Pamela Chevrier a transformé ses traumatismes d'enfance en aventures littéraires. Sa duologie d'horreur, intitulée Madeleine, est un projet thérapeutique qui lui a permis de canaliser la rage issue de son passé, marqué par la violence et l'abandon. En coécrivant Amandine la princesse aux 1000 émotions, avec sa fille, elle aide les enfants à gérer leurs émotions. Son autobiographie, Le journal d'un mouton noir, offre du réconfort aux victimes d'abus comme elle. Avec humour, histoire de mère, histoire de merde, Pamela vise à déculpabiliser les mères. Son approche de la vie, affronter les difficultés, trouver sa force intérieure et ne jamais abandonner. Mon histoire à moi. Je tenais à la partager parce que je sais que ça peut aider des gens qui ont vécu du similaire. Des gens qui ont vécu soit des agressions sexuelles, la violence conjugale, la violence psychologique, de l'abandon. J'en parle dans ce livre-là parce que c'est ce que j'ai vécu. La seule chose qui m'a aidé, ça a été d'écrire parce que je parlais puis j'avais l'impression que personne ne comprenait. Pamela, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore? En fait, je m'appelle Pamela Chevrier. Je suis auteure de thrillers à suspense, un fait vécu, d'humour et j'ai un petit livre aussi pour les enfants que j'ai fait avec ma fille. C'est sur la gestion des émotions. Je suis une très grande passionnée d'écriture, de lecture, d'humour évidemment, vu que j'en écris aussi. C'est quoi le premier livre que tu as écrit? En fond, c'est les deux premiers. C'est une duologie d'horreur. Donc ça, c'est le tome 1. Ça s'appelle Madeleine, le pardon. Et il y a sa suite qui est parue 1 an plus tard, Madeleine, la vengeance. C'est très violent. Je ne vais pas dans la douceur avec ces deux romans-là. C'était vraiment pour extérioriser toute la colère que j'avais. Dans les événements, je le présente comme étant 16 ans et plus, puis je me trouve généreuse avec le 16 ans parce que c'est pas tous les jeunes qui vont comprendre que c'est du fictif, qu'il y a rien de vrai dans l'horreur qui est décrit. Tu sais, on va dans le cannibalisme, il y a des passages sur les agressions sexuelles. Je traite vraiment de beaucoup qui est violent. Donc, j'aimerais mieux le dire 18 ans et plus, mais je sais qu'il y a des jeunes qui aiment ça quand c'est trash, j'en fais partie. Ça a été un processus plus thérapeutique que amusant, disons, à écrire, là, parce que je suis quelqu'un qui garde beaucoup en dedans d'elle. Et là, je me suis dit, si je veux pouvoir écrire de la qualité, il faut que je commence par sortir le méchant. Donc, j'ai été là-dedans. Tu as dit que tu as écrit parce que tu avais beaucoup de colère et il fallait que ça sorte. Oui. Est-ce que tu veux élaborer sur cette colère? J'en parle beaucoup dans mon fait vécu qui est sorti l'année dernière, où il y a bientôt 2 ans. J'ai pas eu une enfance joyeuse, je vais le dire comme ça. J'ai été un enfant qui a été amené dans le système de la protection de la jeunesse à 2 reprises. J'ai vécu des abus, j'ai vécu de la violence conjugale. J'ai vraiment eu un gros package, mais j'avais jamais réussi à tout extérioriser, même avec les thérapies. Je gardais beaucoup de choses en moi parce que j'avais peur. Et dans le fond, la seule façon que j'ai trouvée pour sortir tout ça, ça a été dans l'écriture. Donc, quand je me suis créé le personnage de Madeleine dans ma tête, qui représente beaucoup tout ce qui m'a fait souffrir, je l'ai emmené comme personnage principal dans mes 2 premiers livres. Et c'est elle qui a fait en sorte que j'ai sorti tout le méchant. J'ai fait sortir le méchant via ce personnage-là. Et là, maintenant, ça va bien. Madeleine 1, 2, tu les as écrits quand? Ça fait combien de temps? Le premier Madeleine, j'ai commencé à l'écrire, je devais avoir 17-18 ans. Ça m'a pris jusqu'à mes... C'est sorti en 2022. Donc, ça a été un long processus parce que je suis rendue à 30 ans déjà. Je l'ai sorti, j'avais 26, 27, 28 peut-être. Oui, on est en 2025, donc 27. Et la suite est sortie l'année suivante. Est-ce que ça t'a aidé? Oui. Oui, vraiment beaucoup. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça a fait tout sortir ce que j'avais à sortir. Et là, je peux me concentrer sur vraiment des projets qui me plaisent beaucoup plus. OK.
Donc, ton troisième? Mon troisième, c'est le petit livre pour enfants que j'ai fait avec ma fille. Je suis vraiment contente de ce petit projet-là. C'est elle qui m'avait demandé, dans le fond, d'écrire un livre pour aider les enfants à gérer leurs émotions. Ça s'appelle Amandine, la princesse aux 1000 émotions. Elle a quel âge ta fille? Là, elle a eu 9 ans à la fin du mois de février. On l'a sorti, le livre, elle avait 7 ans. 6-7 ans, elle était en maternelle quand on l'a sorti. Et dans le fond, c'est l'histoire d'une petite princesse qui arrive pas à gérer ses émotions, ça le dit quand même bien. Dans ce petit livre-là, on va explorer 3 émotions principales chez l'enfant, la joie, la colère et la tristesse. Et dans le fond, la petite princesse, quand elle n'arrive pas à gérer ses émotions, ben il y a une grosse péripétie qui arrive, c'est quand même très loufoque. Si elle est triste, il peut avoir une tempête de pluie. Quand elle est contente, ça amène du vent parce que c'est comme ça que ma fille voit la joie quand c'est trop intense. Ça amène une grosse tempête. Si c'est de la colère, ben là, il y a du feu, il y a le soleil qui chauffe trop. Il y a vraiment pour imager les émotions. Et à la fin de chaque péripétie, ben, elle donne un truc sur elle, comment elle va arriver à gérer cette émotion-là. Donc, ça peut être d'aller voir papa-maman avec un gros câlin pour gérer la tristesse. Ça peut être de nommer avec des mots plus enfantins comment qu'elle présente sa colère. Ça peut être juste de faire du yoga. C'est vraiment tous ces petits outils à elle qu'elle utilise pour l'aider. Ça, tu dis l'idée vient de elle, hein? Oui, c'est tout elle. Dans le fond, elle m'a donné l'histoire. Et moi, je l'ai verbalisé pour le texte. Donc, c'est toute elle qui a eu le droit de choisir de quoi vont avoir l'air les personnages. Comment qu'on va nommer les choses. La description de chaque scène, c'est toute elle qui m'a dit, ben moi, maman, j'aimerais ça qu'il y ait un enclos avec des cochons. Parfait, on va faire un enclos avec des cochons. J'aimerais que Amandine soit une princesse, elle vit dans un château. Parfait, on va amener le château. Ah, quand elle est triste, ben moi, quand je suis triste, ça fait une grosse inondation. Parfait. Fait que là, on va créer l'inondation dans l'histoire. On va réussir à la glisser dedans. Elle a tout contribué au processus. C'est elle qui a donné le OK sur les images, où est-ce qu'on les plaçait, de quoi ça avait l'air. Donc, c'est tout son travail. Est-ce qu'elle est satisfaite du résultat? Oui, elle est très satisfaite. Elle est contente. Puis justement, elle veut travailler sur une suite de Amandine. Donc, ce serait le 4e qui s'en vient? Dans mes livres, ça serait 1, 2, 3, 4, 5. Ça serait mon 6e. Wow, OK. Bon, continuons. C'est quoi le 4e? Donc là, après les 2 Madeleine et Amandine, est arrivé justement le journal d'un mouton noir, qui est mon histoire à moi. Je tenais à la partager parce que je sais que ça peut aider des gens qui ont vécu du similaire. Des gens qui ont vécu soit des agressions sexuelles, la violence conjugale, la violence psychologique, de l'abandon. J'en parle dans ce livre-là parce que c'est ce que j'ai vécu. Je le présente sous forme de journal intime parce que pendant longtemps, je l'ai maintenu de cette façon-là, mon histoire. Quand j'étais petite, je l'écrivais dans des cahiers. En vieillissant, ça a été sur l'ordinateur. Après ça, ça a été tourné dans des cahiers. Donc, j'avais plein de notes éparpillées. Et évidemment, ma mémoire n'a pas oublié tout ce que j'ai vécu. Ça a été une autre petite thérapie. Ça a fait vraiment du bien. Puis, j'ai réalisé que ce livre-là apportait aussi beaucoup de bien autour. J'ai beaucoup de lectrices parce que c'est plate, c'est souvent les femmes qui vivent ça. Souvent, les hommes, s'ils le vivent, ils gardent ça pour eux, puis ils en parlent pas. J'ai eu plusieurs femmes dans des événements qui sont venues me voir puis qui m'ont dit, Pamela, ton livre, ça m'a permis de voir que je suis pas seule. Ça m'a permis de me sentir mieux, de mieux gérer ce qui m'est arrivé, d'aller chercher l'aide parce que je nomme beaucoup d'outils aussi dans ce livre-là. SOS violence conjugale, Tel jeune, le CAVAC, le CALAC, les services de la protection de la jeunesse, ils m'ont brisé, mais ils m'ont aussi aidé à certains moments. Donc, j'en parle beaucoup dans ce livre-là, de tout le bien que j'ai pu en tirer au travers parce que je me considère pas nécessairement comme une victime parce que je suis passée par-dessus ça. Je me considère plus comme une battante, comme une survivante de tout ça. Donc, là, j'ai tout amené pour les gens qui ont vécu cette situation-là. Mais Pamela, dans Madeleine, tu essaies déjà de raconter un tout petit peu toute la colère qui est en toi. Et là, tu as choisi encore un livre, mais un différent genre. Oui. Pourquoi? Parce que Madeleine, il y a beaucoup de fictifs. Madeleine, c'était vraiment pour sortir la violence. C'est souvent gratuit, la violence dans Madeleine. Il n'y a pas nécessairement toujours une raison.
Mais dans le journal d'un mouton noir, c'est que c'est 100% vrai. Il n'y a pas de romance, il n'y a pas de violence gratuite, il n'y a pas... ça a été de la violence gratuite qui m'a été faite à moi parce que les gens ont choisi de me faire du mal, mais c'est que du réel. Donc là, c'est plus un outil pour les gens parce que moi, oui, ça fait du bien de le sortir, mais je veux aussi aider autour. Pamela, les abus et toutes les douleurs que tu as subies, Oui. Est-ce que c'était avant que tu n'entres dans le système de la DPJ, après ou les deux? Avant, pendant, après, ça a été vraiment, je te dirais de mes 8 ans à mes 16 ans, ça a été assez intense. De 8 à 16, j'étais avec la DPJ. Dans le fond, ma mère était mariée avec un homme qui était pas très gentil, qui nous a fait du mal à moi et ma sœur. Est-ce que c'était ton père? Non, c'est mon beau-père. C'était mon beau-père. Mon père, lui, quand il était au courant de tout ça, mon père, c'est comme un ours. Si tu fais du mal à ses enfants, il va vouloir faire du mal après. Donc, il y a eu beaucoup de travail sur lui pour ne pas se ramasser en prison, pour pouvoir être avec nous, parce qu'on s'entend que toucher à ses 2 filles, ça se fait pas. On a été placés chez lui avec la DPJ pendant un certain temps, mais mon père n'avait pas les moyens de subvenir à nos besoins sur le long terme. Mais ces parents qui veulent justement chez qui les enfants sont placés, est-ce qu'ils ne reçoivent pas de l'aide? Pas beaucoup. À l'époque, il y avait vraiment pas beaucoup d'aide. Je dirais que nous, ils ont essayé de nous aider, mais ça a échoué lamentablement. On avait des rencontres peut-être une fois par mois avec la DPJ à la maison, puis ils faisaient juste nous ramener dans le passé, nous parler de ce qu'on avait vécu et non nous montrer comment aller de l'avant. Donc, on restait tout le temps dans ce cercle-là. Et c'est ce qui a fait que mon père, à un moment donné, il a fait « on n'a pas de ressources. Comment je peux aider mes filles à passer au travers si on n'a pas de ressources? » Fait que lui, il dépensait quand même beaucoup d'argent pour essayer de nous aider, mais malheureusement, cet argent-là, il l'avait pas. Fait que c'était à crédit tout le temps. Il s'est endetté énormément pour pouvoir nous aider. Donc, à un moment donné, il a dit, là, les filles, je peux plus vous aider. J'ai plus les moyens. Je voudrais, mais je peux pas. La DPJ nous a retournés chez ma mère avec notre agresseur. Parce que ma mère vivait encore avec lui. C'est la question que je voulais te poser. Ta mère est au courant de tout ça? Oui. Elle est au courant? OK. Bon. Ma mère nous a pas cru pendant très longtemps. Elle pensait qu'on cherchait de l'attention. Et à un moment donné, elle n'a pas eu le choix de s'ouvrir les yeux. Mais ça a été trop tard. Parce que là, tu étais avec ta sœur, c'était ta grande sœur, oui, ta petite sœur? J'ai une grande sœur. Elle a plus de caractère que moi. Fait qu'elle a réussi à mettre plus rapidement fin aux agressions qui étaient commises sur elle. Elle l'a carrément nommé « Lâche-moi, je veux pas que tu me touches ». Mais moi, à ce moment-là, j'étais plus jeune, j'avais 8 ans et j'avais pas de caractère. Mais vraiment pas. J'étais juste figée par la peur. Puis j'en dis. Ce qui est normal pour n'importe qui. Oh oui, mais j'aurais aimé avoir le caractère de ma sœur à ce moment-là puis dire « Hey, mon gros tabarnak, touche-moi pas ». Mais à la place, j'étais juste figée puis j'endurais. Et ta mère, elle a ouvert les yeux lorsque tu avais quel âge? 18 ans. Non, oh my God, OK. Oui. À 18 ans, parce que là, j'ai fait du in and out avec la DPJ jusqu'à 16 ans. À 18 ans, ils s'occupent de toi anyway. Et j'ai été placée chez mon père, chez mes grands-parents, retourne chez ma mère, retourne chez mes grands-parents, vraiment tout le temps jusqu'à ce qu'elle décide de se divorcer. Ça a été très tard. Et quand elle a divorcé, elle sortait beaucoup dans les bars. Elle s'occupait plus de nous, mais vraiment plus. On était rendus grands de toute façon, on était capable de s'occuper de nous, mais ça aurait quand même été apprécié, là. Et un soir, elle est revenue saoule, mais vraiment très saoule. J'étais couchée, elle a rentré dans ma chambre, puis elle m'a dit « Je suis désolée, Pam, j'aurais dû te croire. » Qu'est-ce que ça t'a fait à ce moment-là? J'étais en colère. J'étais vraiment en colère parce que je me suis dit « Ça fait depuis que j'ai 8 ans qu'on te le répète. » Mais il a fallu que 2 femmes qui connaissaient son ex-mari lui disent « C'est un pédophile » pour qu'elle réalise que finalement, ma sœur puis moi, on disait pas de la merde. Est-ce que eux, ils ont eu des enfants après vous? Non.
Non. Non. Ma mère, elle a eu ma sœur, moi et mon petit frère d'une union avant que tout ça commence. Donc, mon frère, c'est pas mon vrai frère, c'est mon demi-frère, là, mais je l'ai vu naître, donc c'est mon frère. Donc ça, c'était les relations avec papa et maman, en gros. Maintenant, la DPJ. La DPJ, ce Bon, qu'elle a t'es fait, pas obligé de raconter, mais... ben, la DPJ, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle nous a juste abandonnés à un moment donné. Ils nous ont Comment fait ça? voyager d'un milieu à l'autre, en nous retournant souvent chez notre agresseur. Puis, à un moment donné, ils ont fait, ben là, la police dit que c'est pas vrai. Monsieur a été déclaré non coupable, donc on s'en va. Ils nous ont juste laissé aller. Donc, il y a quand même eu une enquête à un moment donné. Oui, il y a eu une enquête, il y a eu un procès, mais faute de preuves, Hmm. ils l'ont déclaré non coupable. Il est encore en liberté aujourd'hui. Dans une autre famille, sûrement. Sûrement, sûrement. Moi, je me tiens pas au courant de ce qu'il fait. Le moins je le vois, le mieux c'est. Malheureusement, on vit dans la même ville, mais je l'ai croisé à quelques reprises. Il m'a reconnu, il sait je suis qui. Puis à chaque fois, ça fait remonter des choses qu'on voudrait pas revivre. J'ai souvent pensé à repartir dans les procédures contre lui, mais je me dis, je suis rendue à 30 ans, ça va servir à quoi? Même si je veux réouvrir le dossier, la police va sûrement dire la même affaire que quand j'étais petite. Il t'a pas pénétré avec son pénis. Et tes relations avec ta sœur, est-ce que ça vous a rapproché ou ça vous a éloigné? On a toujours été là l'une pour l'autre. Peu importe ce qui arrivait. On a souvent été en conflit, mais c'est ça des sœurs. Ça se chicane. Mais dès qu'il arrive quelque chose, on est tout le temps là l'une pour l'autre. Fait que, dans un sens, oui, ça nous a rapprochés, mais en même temps, je pense que ça n'a pas changé notre relation. Et lors de on vous baladait de la DPJ chez votre mère, chez votre père, blablabla, vous étiez toujours toutes les deux ensemble? Non, il y a un moment, ma sœur a juste abandonné. Puis elle est restée chez ma mère. Donc moi, je me suis souvent retrouvée seule d'un milieu à l'autre. J'ai été longtemps chez mes grands-parents. Puis pendant longtemps, ma grand-mère m'a pas cru sur ce que je vivais. Donc mon agresseur... Maternelle ou paternelle? Ma grand-mère maternelle. Et pendant longtemps, mon agresseur se présentait chez ma grand-mère. Donc, j'étais confrontée à lui. Jusqu'à ce que je lui dise, là, mamie, je me sens pas bien. J'en fais des cauchemars. Je veux plus qu'il vienne. Puis, c'est là qu'elle a réalisé que je disais pas n'importe quoi. Que c'était vrai ce que j'avais vécu. Et ton petit frère, est-ce que il vous a parlé de quelque chose? Est-ce que lui, il a été victime aussi ou... Non, lui, il a rien vécu. Ben, il a rien vécu. Il a subi au travers ce qu'on vivait, mais physiquement, lui, il a rien eu. Il a pas été touché. La DPJ ne l'a pas sorti du milieu. Ils l'ont laissé dans la maison avec ma mère et l'agresseur. Mais mon petit frère nous a toujours cru, nous a toujours appuyés. Dès qu'il nous voyait, c'était pam, amé, puis il nous prenait dans ses bras parce qu'il s'ennuyait énormément de nous, on le voyait pas. Donc ça a été un coup très dur parce que mon petit frère, c'est mon bébé. C'est une des personnes que j'aime le plus au monde. Puis si quelqu'un lui fait du mal, c'est moi qui s'en occupe après. Donc tout ça, tu as voulu retranscrire dans ton 3e roman. Ouais, ça a fait du bien. Puis c'est là que justement, il y a plein de femmes qui ont fait « Wow, j'ai vécu du similaire, je suis pas tout seul, je peux aller chercher de l'aide. » Puis je les invite à m'en parler de ce qu'elles vivent parce que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui peut nous écouter puis qui nous comprend. Mais pourquoi tu t'appelles le mouton noir? Je suppose que le mouton noir, c'est toi. Oui, parce que justement, ma mère nous croyait pas, nous a abandonnés, nous a ridiculisés longtemps. Et plus moi que les autres. Parce que ma sœur, à un moment donné, elle s'est rangée de son côté. Comment ça? Parce qu'elle voulait arrêter de vivre tout ce qu'on vivait. Fait qu'elle a voulu mettre un terme à tout ça en disant « Ben, il n'y a rien de vrai. Je veux aller avec maman. » Donc, Et comment tu t'es sentie à ce moment-là? Trahie? abandonnée. Carrément abandonnée. Parce que j'étais tout seul du haut de mes 10 ans à ce moment-là, à mener la bataille. Pour que quelqu'un qui mérite pas d'être en liberté se fasse enfermer. Moi, c'est ce que je voulais. Et c'est jamais arrivé parce que j'ai pas eu le support de ma mère. Ma sœur a décidé d'arrêter parce qu'elle était épuisée. Mon petit frère pouvait rien faire, c'était encore un petit bébé. Et mon père, ben, même s'il voulait nous aider, il pouvait pas faire grand-chose parce que
la police, la DPJ et compagnie lui disaient de rien faire, de juste être présent pour nous. Donc, j'ai été tout seul, puis ça a été difficile. C'est pour ça que je dis que je suis le mouton noir, parce que justement, on m'a juste laissé aller, puis on m'a pas aidé. Pamela, est-ce que tu dis que tu as fait de la thérapie, mais c'est vraiment avec l'écriture que tu as pu te libérer complètement? Ouais. Est-ce que tu avais l'impression d'être au moins comprise quand j'étais en thérapie? Non, Je me disais vraiment aussi pas. que... Hmm. Vraiment pas, parce que souvent, la psychologue, elle a pas vécu ce que tu as vécu. Donc, elle va essayer de te donner des conseils, elle va essayer de te donner des outils. Et si elle a pas vécu ce que tu as vécu, c'est quand même difficile d'aider, de comprendre, de se mettre à la place de l'autre, de faire comme, hey, oui, je te comprends, j'ai vécu ça, moi, c'est de cette façon-là que je m'en suis sortie. Mais elle pouvait rien faire. J'ai été avec de l'hypnose aussi. Je me suis dit, ça va sortir, ça va finir par arrêter de me hanter. Et l'hypnose a juste rien fait. Ça m'a juste encore plus mélangé que ce que j'étais finalement. Donc, c'est là que j'ai dit, bon, je vais commencer à écrire. Puis à un moment donné, ben, peut-être que ça va sortir autrement. Mais c'est la seule chose qui m'a aidé, ça a été d'écrire, parce que je parlais puis j'avais l'impression que personne comprenait. C'est ça, je pense aussi, je me dis, tu avais pas vraiment besoin d'être analysé, étudié ou whatever, là. Ouais. Diagnostiqué. Je pense que tu avais besoin d'être comprise, Ouais. acceptée, entendue. OK. Bon. Donc oui, je comprends pourquoi tes livres sont thérapeutiques. Et en même temps aussi, ça te permet de donner une voix à certaines femmes qui vivent ou qui ont vécu ce que Ouais. tu as vécu. Oh mon Dieu, c'est lourd, c'est lourd. Donc, ton troisième livre est totalement autobiographique. Tu Ouais. partages des expériences réelles que tu as vécues. Et c'est quoi les retours que tu as? C'est tout positif. Les gens apprécient justement l'honnêteté, la transparence. Je l'ai souvent dit, je suis quelqu'un qui ne cache absolument rien. On me pose des questions, je vais répondre, parce que ça sert à rien de cacher des informations si tu n'as rien à te reprocher. Donc, ce livre-là, ça a été vraiment de montrer en même temps, regarde, ça c'est moi. Tu m'acceptes ou tu m'acceptes pas. Comment tu t'es sentie d'être aussi vulnérable, de laisser tout ton vécu sur papier pour que les autres apprécient et avec la peur d'être peut-être critiqué ou encore rejeté ou encore peut-être haï? Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Au début, j'étais stressée, parce que justement, j'avais peur que ça cause plus de conflits qu'autre chose dans ma famille qui était déjà assez dysfonctionnelle. Finalement, tout le monde l'a bien pris. Ma mère s'est excusée, puis ça m'a fait du bien. Ma mère, elle m'a écrit, à un moment donné, elle a dit « Je suis désolée. Je pensais pas que tu l'avais vécu de cette façon-là. Je pensais que ça avait été moins difficile. » Et ça m'a fait du bien en disant « Colin, c'est là qu'elle le réalise, comment je me suis sentie toutes ces années-là. » Je l'ai sorti, le livre, j'avais 29 ans, 28 ou 29 ans. Et c'est à ce moment-là que ma mère a fait « Je suis désolée. » Parce que oui, elle s'était excusée. Elle s'était excusée quand j'avais 18 ans, mais elle était saoule à ce moment-là. Là, elle était sobre, elle a lu le livre, puis elle a dit « Je suis désolée. » Puis ça m'a enlevé un gros poids. Et je suppose qu'avec ta fille, tu es archi vigilante et toujours à l'écoute. Mais comment tu fais pour ne pas passer complètement de l'opposé, à être toujours en train de checker, est-ce qu'il se passe quelque chose qu'elle ne peut pas me dire, qu'elle a peur de me dire? Comment tu fais pour ne pas passer? Basculer complètement de l'autre côté du spectre, genre être super, super, hyper protectrice. Je me dis, elle a ses expériences à vivre. Puis on a vraiment une belle relation, ma fille et moi. Elle sait qu'elle peut tout me dire. Puis elle se gêne pas. Quand il arrive quelque chose, elle va venir me voir, elle va dire « Maman, est-ce qu'on peut parler? » Puis elle va me raconter ce qu'elle a vécu. Et je lui ai promis de toujours la croire. Sauf si je vois que c'est vraiment exagéré, là. Mais je lui ai dit, tant et aussi longtemps que tu n'auras pas peur de me parler, on va pouvoir travailler ensemble. La journée que tu vas te refermer, je pourrai pas t'aider. Et je pense que ça a fait son chemin parce qu'elle a 9 ans et elle est extrêmement mature sur ce côté-là. Dès qu'il arrive un petit quelque chose, ta sœur qui respire un peu trop fort, là, maman, elle respire trop fort. Elle vient tout me raconter tout de suite. Puis ça, je trouve ça beau. C'est la preuve qu'elle me fait confiance puis qu'elle sait que je la jugerai pas. Pamela, c'est qui la première personne hors ta famille, hors ton frère, ta sœur, qui t'a cru? Une amie à l'école. Donc, j'étais en 4e ou 5e année.
quand j'ai décidé de parler. Secondaire ou primaire? Primaire. Quand j'ai décidé de parler, de raconter à mon amie ce que je vivais parce que c'était la seule personne avec qui j'avais une relation de confiance. Je lui ai dit qu'est-ce que je vivais à la maison. Et c'est elle qui m'a dit, là, faut que t'en parles. Donc, je suis allée voir une enseignante. Je lui ai raconté ce qui se passait et le lendemain, la DPJ arrivait. Wow, excuse-moi. Non, c'est correct. C'est mon pire cauchemar. Mais c'est pas une situation fun à vivre. Et je comprends ton père tout à fait. Là. Il était démuni, là. Les gens vont l'écouter, mais je ne suis pas sûre que si moi ça m'arrive, je suis pas sûre que ce monsieur, il sera encore vivant. Non, il y a eu des envies de meurtre à 100%. Puis, j'y en aurais pas voulu. J'en aurais vraiment pas voulu. J'aurais été le visiter avec fierté à la prison. C'est des gens qui méritent pas d'être sur Terre, malheureusement. Ok, donc ça, c'était on est à combien, là? Au 4e. Oui. Là, il reste le plus joyeux de la gang. Mon petit dernier. C'est un recueil humoristique. Ok. C'est histoire de mère, histoire de marde. C'est toutes des histoires qui me sont arrivées avec mes enfants parce que j'ai 2 enfants, dont une qui ne m'appartient pas. Je suis belle-mère, mais je la considère comme ma fille. Je l'élève comme ma fille, puis j'ai énormément de plaisir à le faire. C'est toutes des petites anecdotes qui me sont arrivées de la naissance de ma fille jusqu'à ce qu'elle ait environ 7-8 ans, avec au travers des anecdotes de la fille de mon conjoint, des questions loufoques qu'elle m'a posées qui m'ont fait rire. Je raconte tout ça, juste pour alléger le quotidien. Rendre les mamans moins coupables, parce que souvent, on se met tellement de pression pour subvenir aux besoins de nos enfants quand tout ce qu'ils demandent, c'est un câlin. On veut sortir le grand jeu, on veut les impressionner, puis finalement, ce qu'ils veulent, c'est d'être collés, de jouer à un jeu de société. Et à la fin de la journée, on se dit, j'ai-tu réussi ma job? Puis là, on entre dans un engrenage sans fin. Fait que je me suis dit, un petit livre que tu bois avec une coupe de vin à la maison, là, juste pour décompresser. Ça fait du bien. Donc, je vois que tu es une auteure, parce qu'il y a des auteurs qui sont vraiment fixés sur un genre, par exemple. Et toi, c'est plus, ce que tu écris va plus avec ton expérience de vie. Ouais. Okay. Mais là, je travaille justement sur un autre projet qui n'est pas du tout personnel, qui est pas une expérience que j'ai vécue. C'est un thriller psychologique. Puis celui-là, j'ai énormément de plaisir à le faire parce que justement, j'ai réussi à tout me vider avant d'embarquer dans d'autres histoires. C'est 100% de l'imagination. Ça rejoint plusieurs choses que j'aime, la psychologie, l'humain, le côté un peu sombre de l'humain parce que c'est toujours divertissant des fois de le voir aller. Et c'est vraiment le fun à faire quand justement on peut se laisser plus aller, qu'on se met pas de barrière de toutes nos expériences. Donc là, j'ai du plaisir, j'écris ce qui me tente, j'écris ce que mes personnages me dictent dans ma tête parce que c'est eux qui choisissent qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que tu as déjà une idée de quand est-ce que tu voudrais sortir le livre ou non? J'arrête pas de repousser parce que j'ai pas fini, je suis pas encore satisfaite. J'aimerais qu'il sorte cette année. Il me reste énormément de travail à faire dessus. Je suis dans la réécriture, dans la restructuration de certains chapitres. Donc, c'est long à faire. Je voulais au début le sortir pour le mois de mai, mais on est déjà en mars, donc c'est sûr et certain qu'il sortira pas au mois de mai. Ça va peut-être plus aller vers la fin de l'année, mais au moins, là, le plus gros est fait. L'écriture est faite. Fait qu'il reste juste à peaufiner, replacer mes chapitres parce que c'est un livre que je veux faire vraiment différent. Un livre que les chapitres vont être mêlés, mais que l'histoire va suivre. Donc, le chapitre 1 pourrait se retrouver à la fin du livre, mais l'histoire va suivre même si tu commences au chapitre 22. C'est vraiment un gros travail, mais c'est le fun. Et là, tu parlais aussi de faire un second livre avec ta fille. Oui, mais ça, j'y mets pas de pression, c'est un enfant. On va à son rythme. Oh. Ça vient, le deuxième, l'idée vient de toi ou d'elle encore? D'elle. Ou des deux? Juste d'elle. Elle m'arrive souvent avec des histoires farfelues. Je dis, si tu veux qu'on fasse un livre, écris-moi-le sur un papier, qu'est-ce que tu veux, puis on va travailler ensemble. Donc, elle s'amuse avec ça. Puis on a quelques petits livres de commencer, mais rien de fini. J'attends avec elle. Quand elle est prête, on travaille là-dessus. Est-ce que tous les livres que tu as sortis sont en auto-édition ou t'es avec non, ils sont pas tous en auto-édition. La majorité, oui.
parce que dans le fond, j'avais proposé ma série ma duologie Madeleine à des grosses maisons d'édition. Ça ne répondait pas à leurs standards. J'étais trop violente. Donc, j'avais été au tout début de mon parcours d'auteur dans une maison à compte d'auteur. Je sais pas si tu connais un peu comment ça fonctionne. Ouais. J'ai déboursé énormément d'argent. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Oh oui, ça coûtait cher. Pour le faire vivre et finalement, j'ai pas aimé l'expérience. Donc, j'ai ressorti mes livres en auto-édition. Ça a été un beau move, mais là, je veux quitter ce milieu-là de l'auto-édition. Je veux rester justement avec la maison d'édition avec laquelle je travaille depuis maintenant bientôt 2 ans, qui est les Éditions Sans Pitié. C'est eux qui ont publié Le Journal d'un mouton noir. Tout ce qui va être dans l'horreur, dans le sombre, va être avec eux maintenant. Je veux plus être à 100% en auto-édition. Ils sont spécialisés dans l'horreur, c'est ça? Oui, dans tout ce qui va être sombre, la dystopie, tout ce qui va être satirique, l'horreur, la violence, c'est leur spécialité. On a beaucoup de plaisir là-dedans. Ce qui va toucher l'humour, j'aimerais trouver une maison d'édition pour mes projets. C'est plus difficile à trouver parce que ça court pas les rues, ce genre de maison-là. Mais là, pour l'instant, mon recueil est en auto-édition, mais j'aimerais ça un jour pouvoir l'avoir avec une maison. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des conférences, des choses de même pour parler directement aux gens qui ont vécu ce que tu as vécu? Ou c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas du tout? On me l'a proposé, mais je suis quelqu'un qui est quand même assez gêné. Devant le public, j'ai beaucoup de difficultés à parler. Je fige. J'ai carrément peur. Mais c'est sûr qu'un jour, j'aimerais franchir cette barrière-là, puis aller voir les victimes, leur parler, hommes, femmes, enfants. J'aimerais pouvoir leur dire, c'est possible de s'en sortir. J'aimerais ça être capable, mais pour l'instant, je suis pas encore rendue là dans mon cheminement. J'ai trop de travail à faire sur moi-même pour pouvoir aller aider plus. Et est-ce que tu suis une thérapie en parallèle ou t'as laissé tomber? J'ai quitté tout ça. Je me suis dit, je vais me guérir moi-même parce que les psychologues, pour moi, ça m'aide pas. J'écris, je fais du sport, je suis un peu plus à l'aise de parler, mais c'est encore quelque chose de difficile. J'ai un conjoint formidable qui m'écoute quand j'en ai besoin, donc déjà là, c'est quand même une bonne étape de fait. Mais un jour, je sais que je vais être plus outillée pour pouvoir m'en sortir encore mieux, mais je trouve que j'ai quand même un bon parcours de fait. Mais là, pour ceux qui te regardent aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de toi? Que je suis un humain. Et qu'est-ce que ça veut dire être un humain? Ben, dans le fond, souvent, les gens vont voir l'auteur avant l'humain derrière. Ils vont se dire qu'on n'a pas nécessairement de vécu. Souvent, j'ai rencontré beaucoup de gens qui se disent « T'écris de l'horreur, tu devrais être capable de passer au travers. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. On est des humains en arrière, on a des émotions, on a notre vécu, chacun a son bagage, chacun a son parcours. Puis j'aimerais que les gens retiennent que le mien est particulier, oui, mais je veux pas qu'on me voie en victime. Je veux qu'on me voie en battante. Est-ce que tu as un travail à côté de l'écriture? Oui. Malheureusement, au Québec, on n'est pas assez cool pour pouvoir en vivre à 100%. C'est très rare les auteurs qui y arrivent. J'ai un travail. Il est loin d'être en lien avec l'écriture. Je travaille pour une compagnie de revalorisation de sol, donc on travaille pour l'environnement. Oh wow! Donc c'est vraiment 2 univers totalement différents. Les 2 sont autant le fun. J'adore ce que je fais en tant qu'auteur, mais j'adore aussi ma job pour l'environnement. J'aime ça voir tout ce qu'on réussit à accomplir, à remettre à l'environnement. Tout ce qui a été contaminé, on le décontamine, puis on a vraiment du plaisir à le faire. On est une belle gang. Donc c'est 2 mondes que j'aime. Dis-moi, si tu avais des ressources illimitées, là, en termes d'argent, de temps, de personnes, de compétences, quel projet est-ce que tu t'engagerais là maintenant? Ça peut être n'importe quoi, pas forcément littéraire. Ben c'est sûr que j'ai toujours rêvé d'avoir ma maison d'édition. Ça, c'est sûr et certain. Là, je suis éditrice aussi pour les Éditions Sans Pitié, donc c'est une bonne partie de mon rêve de réaliser. Si j'avais illimité d'argent, je me partirais ma maison. Je donnerais une chance aux auteurs qui ont été refusés. Je les aiderais à retravailler leurs manuscrits pour qu'ils soient encore mieux, que ça réponde à tous les standards nécessaires. Donc, j'aurais une belle équipe en arrière de moi. Ça serait vraiment le but ultime. Sinon, je suis une amoureuse des animaux. Donc, je m'ouvrirais un refuge.
pour les animaux. Puis je les soignerais. Ça serait mes 2 projets. Si j'avais illimité d'argent, là, ça serait ça que je ferais. Quel est le retour le plus inattendu que tu aies reçu? Il y a une femme d'un certain âge qui est venue me voir après avoir lu Madeleine. Puis elle m'a dit, ça sort de toi tout ça. En voulant dire, t'es tout petite, t'as l'air fragile, ça sort de toi. Puis j'ai dit, ouais, oui, ça sort de moi tout ça. Elle dit, ben, je suis contente que tu sois pas comme ça. Ça a été le retour le plus drôle et en même temps le plus mignon parce que la madame, elle m'avait jamais vue, à part la photo derrière mon livre, elle m'avait jamais vue, elle m'avait jamais parlé, donc elle s'attardait pas du tout à avoir une personne comme moi écrire des violences comme ça. J'ai trouvé ça drôle. C'est cute. Et quelle est l'opinion non populaire que tu as sur le domaine de la littérature? Une opinion peut-être un peu, je sais pas, un peu controversée que tes collègues écrivains ou éditeurs ne partagent pas forcément. C'est une bonne question. J'y ai jamais pensé. Je dis vraiment tout ce que je pense dans la vie, donc j'ai pas remarqué si les gens appréciaient ou non nécessairement mon opinion. Je suis quelqu'un qui ça dérange pas vraiment, donc c'est un peu difficile à répondre. Je dirais peut-être le fait que je ne recommande pas aux gens d'aller en maison d'édition à compte d'auteur, souvent vu l'expérience que j'ai vécue. Mais tu sais, je la nomme à chaque fois que quelqu'un a un projet. Je démontre les 3 options qui s'offrent, l'auto-édition, la maison à compte d'auteur, la maison traditionnelle. Donc, mais c'est sûr que je mets l'emphase sur si t'as pas beaucoup d'argent, va pas à compte d'auteur. Donc, mais je pense que c'est la seule opinion qui a fait friser peut-être les oreilles de certaines personnes. Mais c'est libre à chacun, puis tout le monde fait ce qu'il a envie. Donc, si quelqu'un veut commencer à lire tes livres, c'est lequel que tu lui recommanderais de commencer en premier? Le journal d'un mouton noir. C'est celui que je recommande parce qu'après, quand on embarque dans Madeleine, on peut comprendre la violence que je décris. Si la personne a envie plus de rire, par contre, pour commencer, ben là, je vais lui dire, lis mon petit recueil d'histoires de mère. Mais les gens, si c'est des gens qui aiment l'horreur, mais qui est vrai en même temps, là, je vais dire le journal d'un mouton noir. Si aujourd'hui, tu devais écrire une lettre à toi d'il y a, allez, on va dire 20 ans, qu'est-ce que tu mettrais dans cette lettre-là? Continue de te battre. Ça aurait été ça, je me serais dit. Ça fait un excellent dernier mot. Continue de te battre. C'est vraiment beau. Ça serait juste ça, la lettre. Il serait juste écrit ces mots-là. Pas de « Salut Pam, comment ça va? » Blablabla. Juste continue de te battre. Ça fait plaisir de voir aujourd'hui la femme que tu es, compte tenu de tout ce que tu as vécu. Tu essaies de ne pas recommencer avec tes enfants ce que toi tu as vécu. Ouais, ben je veux leur donner ce que moi j'ai pas eu. Exact. Et puis tu es très conscient de ta situation. Tu dis ok, j'ai pas encore fini de guérir, je continue à guérir. Et je trouve que c'est important de toujours s'auto-analyser et puis de voir où on en est, de toujours vouloir s'améliorer. Je crois qu'il y a eu du bien qui est sorti de tout ce mal-là. C'est un mal que j'aurais aimé ne pas vivre, mais je crois que ça m'a amené énormément de force de me dire, bon, aujourd'hui, gars, t'as été capable de te lever de ton lit, c'est un bon pas. T'as été capable d'aller te faire un déjeuner aujourd'hui au lieu de rester couché puis de pleurer, c'est un bon pas. Je me suis toujours encouragée de cette façon-là parce que je me suis dit, s'il y a personne qui le fait pour moi, qui va le faire? Et la seule personne qui est capable de se guérir, c'est soi-même. Donc, il faut se développer une force mentale, il faut se créer une barrière aussi émotionnelle à un moment donné, de se dire, je peux pas me laisser tout le temps submerger par tout ce que je vis. Donc là, pendant longtemps, j'ai vécu avec une grosse barrière. Je me coupais de toutes mes émotions. Puis à un moment donné, là, j'ai fait, OK, aujourd'hui, je m'autorise à m'en vivre. Parce que j'ai réussi à cheminer plus. Je suis plus forte que ce que j'étais il y a 2-3 mois. Je m'autorise à en vivre. Juste d'y aller petit pas par petit pas, ça m'a énormément aidé. J'ai été chercher aussi de l'aide à l'extérieur. C'est sûr, j'ai pas eu le choix. Parce que non, les psys m'ont pas énormément aidé, mais ils m'ont donné certains outils quand même. Puis ça, je peux pas le renier. Sans leur aide, j'aurais pas autant cheminé nécessairement.
J'ai été voir aussi, justement, le CAVAC, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a dit, ben, gars, aujourd'hui, essaye de faire ça, ça, pis ça. Si tu réussis à faire ces 3 choses-là, c'est déjà bien. C'est des petites choses vraiment banales comme sors prendre une marche. Parce que j'avais peur pendant longtemps d'aller marcher. Sors prendre une marche. Fais le tour juste de ton bloc. Là, à un moment donné, le tour du bloc est fait. Parfait, je suis capable d'aller marcher sur le trottoir. Je suis capable d'aller marcher jusqu'au parc. Fait que juste des petites étapes comme ça m'a énormément aidé, puis ça m'a fait développer une force que je connaissais pas. Puis aujourd'hui, ben, je suis capable justement d'aller courir dans le bois, je suis capable de faire des voyages avec mes enfants sans avoir peur, je suis capable d'aller dans les événements littéraires qui, avant, j'avais énormément peur, là. Quand on m'a proposé de participer à des événements littéraires, j'avais la peur au ventre, je conduisais jusqu'à l'événement, là, puis j'étais stressée. Ça avait aucun sens. Puis là, je me suis fait un cercle d'amis. Ce cercle d'amis-là, ben, ils connaissent une bonne partie de mon vécu. Puis ils m'ont tout le temps accompagné. Ils m'ont dit, ben, gars, aujourd'hui, nous, on va être assis à cette table-là. Tu es assis à celle-là. On est à côté. S'il y a quelque chose, tu viens nous voir. Puis d'événement en événement, ben, j'ai eu de moins en moins peur. Puis aujourd'hui, je suis capable d'y aller dessus. Ça me fait plus peur. Et c'est ça le vrai courage, là. Le vrai courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, là. Le vrai courage, c'est d'y aller, continuer encore une fois, même quand on a peur. J'ai échoué à plusieurs reprises, mais je me suis relevée aussi à chaque fois. Exact. Et je pense que la petite fille de 8 ans qui n'arrivait pas à dire à son père, OK, ne me touche pas, là, je pense qu'elle serait très, très fière de toi aujourd'hui. Sûrement. Sûrement, mais rendu loin. Merci beaucoup, Pamela. Ça m'a fait plaisir.